Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Revenons donc sur Christophe Castaner, qui est accusé par certains d'avoir caché des informations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces accusations ? Non, c'est presque plus grave d'ailleurs. Je crois que Christophe Castaner ne veut pas voir. Il voulait tellement que ce soit un fait divers qu'il s'est jeté sur les premières informations rassurantes qu'on lui donnait. Ça, je suis convaincu qu'il n'a rien inventé. Et cette cécité, cette volonté de déni n'est pas nouvelle face à l'islamisme. Et elle n'est surtout pas limitée à Christophe Castaner. Alexis Brézé, ce matin, dans son éditorial, parle du Figaro, Alexis Brézé, bien sûr. Voilà, pardon, parle de déni-islamisme. Alors, l'objectif de ce déni, en gros, et l'objectif de notre gouvernement, c'est un peu, vous savez, comme ce que dénonçaient les profs. C'est pas de vague. Voilà, comme si on allait faire disparaître un problème, en quelque sorte, en n'en parlant pas. Alors, la réalité, pourtant, est connue. Et je voudrais vous lire l'introduction du rapport 2018 de la DGSI sur la pénétration de l'islam fondamentaliste en France. Je cite, « L'islam fondamentaliste atteint en France un seuil critique d'influence qui fait désormais peser un véritable danger sur la vie démocratique de la nation. » Un véritable danger. Des rapports de ce type, y compris sur la pénétration des services de l'État, je crois qu'il y en a une palanquée. Le ministre les a lus, François Hollande le savait. Simplement, Castaner n'a pas menti. Il s'est auto-persuadé, en quelque sorte. Alors, franchement, que les gens qui doivent nous protéger contre ces menaces s'évertuent à la minimiser, c'est inquiétant. Mais comme l'a remarqué hier Alain Finkielkraut, accuser Castaner seulement dans ce cas-là est un peu injuste, parce qu'en réalité, il a dit ce que beaucoup de gens veulent entendre. Et ces gens-là ne veulent pas voir la réalité, à mon avis, c'est inquiétant. Oui, alors si Mickaël Harpon donc, a échappé à tous les contrôles, ce n'est pas forcément de la faute de Castaner ou c'est de sa faute ? Non, on peut pas. Évidemment, ça n'est pas de sa faute directe. Il est le supérieur, encore que pour la préfecture, vous le savez, il y a une sorte de doute. Dans le cas de Mickaël Harpon, la cécité a été aggravée par ce que j'appellerais, enfin pas moi, mais ce qu'on a appelé le sacre de la victime. Vous savez, chez nous, la victime a toujours raison. Et dans le fond, être une victime est aujourd'hui une sorte de force, une sorte d'arme. Alors je ne dis pas qu'il faut exprès de l'être, mais tout le monde veut se voir victime et on pense que toute inégalité est le fruit d'une discrimination. Alors Mickaël Harpon, il cochait toutes les cases en quelque sorte. Il était noir, il était handicapé, il était pauvre. Et même ses collègues, vous savez, après 2015, quand on l'a entendu applaudir ou excuser, on ne sait pas très bien, le crime des Kouachi, les attentats de Charlie et de l'Hypercacher, et bien même à ce moment-là, ses collègues ont fait un signalement oral, mais ils ont hésité, dans le fond, ils n'ont pas osé aller plus loin et on peut soupçonner qu'il y avait une sorte de gêne à accuser ce collègue donc, qui était discriminé, qui était possiblement discriminé ou potentiellement discriminé. Voilà, et si vous voulez, au-delà de ce cas, tout de même, on voit bien que pour une partie des commentateurs aujourd'hui, ils n'en sortent pas. Les musulmans pour le coup, là on a le droit de dire sont des victimes et ce sont en quelque sorte les juifs d'aujourd'hui, je crois que je l'en ai déjà parlé. L'essentiel, c'est donc de ne pas faire d'amalgame. Oui, mais c'est important parce qu'on ne peut pas stigmatiser, ce que je disais tout à l'heure lors de l'interview avec Jordan Bardella, tous les musulmans. Oui, alors vous avez évidemment raison, mais tout de même, permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas l'amalgamisme qui tue, ce n'est pas l'islamophobie qui tue dans notre pays, c'est l'islamisme. Alors évidemment, je le répète, des millions de Français, de musulmans sont des Français comme vous et moi. D'ailleurs, même parmi les millions ou les centaines de milliers, mais plutôt les millions maintenant, qui sont attirés par le fondamentalisme, il y a heureusement seulement une extrême minorité qui est prête à prendre les armes, et c'est heureux, mais franchement, à répéter que cela n'a rien à voir avec l'islam comme on l'entend absolument toute la journée, eh bien, on ne voit rien, parce que ce n'est pas tout l'islam, évidemment, mais encore une fois, ça n'est pas extérieur à l'islam. Alors, on le sait en plus avec le cas de Harpon, et ça nous pose un gros problème, qu'il n'y a pas une barrière étanche, si vous voulez, entre l'islam de paix et le fondamentalisme. Il y a une sorte de continuum avec toutes sortes de degrés. Et ça complique évidemment la tâche des républicains qui, comme nous, tiennent à l'égalité
l'égalité de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est l'article 1er de notre Constitution. Alors, je voudrais encore vous citer le rapport de la DGSI. Décidément. Oui. Non, mais c'est important parce qu'il faut montrer qu'on ne fantasme pas, si vous voulez. Et je pense qu'il faut regarder le danger en face. Les réseaux islamistes ont investi un ensemble de champs et d'institutions leur permettant de fabriquer des individus dont la vision du monde est étrangère au legs de l'héritage politico-culturel français. C'est bien l'identité française, les mœurs françaises qui sont mises au défi, et les brailleurs comme Apathy et d'autres qui réclament l'éviction de Zemmour, le délinquant, depuis une semaine, devraient admettre que sur ce point au moins, il a en partie raison. Merci à vous, Elisabeth Lévy, chaque matin à 8h15.